Merci d'être avec nous. Je suis très heureux d'animer ce colloque sur l'engagement patriotique en 2023. Il était important pour moi de prendre part à ce colloque. Je suis, d'une certaine manière, l'héritière et l'exécutrice testamentaire de l'esprit du 4 août 1923. La retraite mutualiste du combattant vient rappeler ce que notre pays doit, au sens premier du terme, aux anciens combattants, aux associations qui sont les leurs, à leurs familles. Je veux leur dire que je suis avec vous et que l'État ne vous oublie pas. Jérôme Fourquet, analyste politique, expert en géographie électorale, directeur du département opinion à l'IFOP. Anne Muxel, bonjour. Vous êtes directrice de recherche en sociologie, en sciences politiques au CNRS. Vous avez été spécialisée dans les sujets autour de la transmission des valeurs entre générations et c'est là-dessus qu'on aimerait vous entendre tout à l'heure. On voit qu'il s'agisse des pompiers, de l'armée, de la gendarmerie ou des policiers, vous voyez les chiffres, tous bénéficient d'une image extrêmement positive, une grande cote de confiance sur l'adhésion à la création d'une armée européenne. Là aussi, les chiffres sont massifs. 70% de nos concitoyens se déclarent favorables à cette idée. Seulement 27% de nos concitoyens considèrent que, collectivement, nous reconnaissons suffisamment cet engagement patriotique. Il faut sans doute, bien évidemment, y travailler. Le statut, la figure de l'ancien combattant, aujourd'hui, dans la société française contemporaine, passe un peu sous les écrans radars de toute une partie de la population. Est-ce que ensuite, individuellement, on éprouve une forme de reconnaissance et de respect vis-à-vis de ces personnes qui se sont engagées dans nos armées aujourd'hui? 81% des Français éprouvent une forme de respect et de reconnaissance. Mais est-ce que soi-même, on serait prêt à franchir le pas? Un jeune sur 10 de moins de 30 ans pourrait certainement envisager de s'engager. On a une attirance pour le métier des armes qui est plus fort chez les hommes que chez les femmes. Est-ce qu'on pourrait envisager de s'engager dans la réserve opérationnelle? À peu près un quart des moins de 50 ans qui pourraient envisager de s'engager. Est-ce qu'on regrette ou non, grand serpent de mer, la suppression du service militaire obligatoire? Aujourd'hui, 2 tiers de nos concitoyens regrettent. Et quand vous regardez comment le regret a évolué dans le temps, plus on s'éloigne de cette décision, plus le regret augmente. Les enseignements de ce sondage montrent, vous le voyez, un fort attachement à nos forces armées, un très fort sentiment de reconnaissance individuelle vis-à-vis de ceux qui s'engagent et la capacité de nos concitoyens à pointer que ceux qui se sont engagés par le passé, aujourd'hui, ne bénéficient pas de la reconnaissance dont ils devraient légitimement profiter. On a quand même un quart des gens qui envisageraient potentiellement de s'engager dans la réserve. Anne Muxel, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans ces résultats? Une confirmation de la place de la valeur d'engagement quand même dans la population française, mais y compris dans les jeunes générations. Du côté des jeunes, eh bien, il y a une demande d'engagement, un souci de s'engager. La question contractuelle du volontariat est plus importante chez eux et la peur de l'obligation est plus importante, mais il n'en reste pas moins qu'il y a une disposition favorable à vivre une expérience de collective, d'adhésion et de renforcement de la cohésion nationale. Je crois qu'il faut quand même retenir les dispositions de cette génération à s'engager, dont l'actualité récente, ou moins récente concernant l'Ukraine, a bien montré qu'il y a des jeunes qui rejoignent les zones de conflit pour se battre, pour défendre des causes auxquelles ils croient, pour défendre des pays dont ils se sentent partie prenante. Nous sommes dans un pays qui n'a pas connu de conflit majeur depuis des générations. Et donc ça change énormément. Je pense que les armées sont aujourd'hui très préoccupées finalement par la question des jeunes, non seulement en termes de recrutement, de fidélisation, mais aussi pour savoir au fond comment s'adresser à ces jeunes qui sont d'accord de s'engager, mais à partir d'un paradigme différent sûrement par rapport aux générations passées. Il y a un atout pour les armées, pour l'institution militaire, pour l'engagement, c'est cette demande de sens. Je pense qu'il y a beaucoup de lucidité malgré tout de la part des jeunes aujourd'hui. Moi j'insisterai aussi beaucoup sur l'insuffisante reconnaissance qui semble être portée à ceux qui ont fait don de leur temps, parfois de leur santé vis-à-vis du pays. Dans chaque préfecture, vous aviez une caserne, vous aviez une garnison, on voyait des militaires. Et aujourd'hui, notamment pour ces jeunes générations, la proximité avec la chose militaire est moins évidente. J'ai été déployée au large de l'Afghanistan en décembre 2001 sur un bateau de la Marine nationale. Je suis Michael,
En 2010, j'ai participé à une opération extérieure avec la gendarmerie en Afrique. J'ai été blessé sur le territoire français avec un accident de la circulation et également une blessure en opération extérieure, ce qui fait qu'aujourd'hui, ma famille a dû s'adapter à mon rythme de vie, à mes pathologies et à tout ce que cela peut engendrer dans la vie d'un militaire de carrière. Quand on part pour des missions de plus ou moins longue durée, c'est important de savoir que tout se passe bien à la maison. Cela permet d'être à 100% sur le terrain. En tant que femme de militaire, j'ai été vraiment impactée dans ma carrière en fait. Puisqu'on subit une certaine mobilité, on ne choisit pas les endroits où on va vivre et on se retrouve parfois dans des bassins d'emploi assez sinistrés. J'ai eu la chance de pouvoir créer mon entreprise, ce qui m'a permis de contourner toutes ces contraintes. C'est pas forcément possible pour tout le monde. Ma famille a été pleinement engagée puisque mon mari et moi étions militaires. Lors de la remise du titre de reconnaissance de la nation, mon major m'a encouragée à prendre contact avec l'ONAC et à souscrire à la RMC. J'ai appris l'existence de la retraite mutualiste du combattant suite à mes 2 missions effectuées au Kosovo et au Liban. Je suis Jean, j'ai fait la guerre d'Algérie au 7e BCA en Grande Kabylie. Pour vivre dans la société, il faut s'occuper de la société. Nouvelle forme d'engagement, comment l'armée peut leur donner du sens? Christine Chéron, pouvez-vous revenir sur la notion de l'engagement militaire dans l'histoire récente? Un jeune de l'avant 1914 en France ne revêt pas l'uniforme comme le fait aujourd'hui un jeune après les attentats de 2015 ou aujourd'hui dans les années 2020. Mais on se rend compte quand même qu'il y a une espèce de constante. Le propre des militaires n'est pas d'accepter de se sacrifier, même si c'est souvent ce à quoi on pense en premier, c'est d'accepter d'être le bras armé de la nation et donc de porter un dommage à un ennemi, de se battre au nom de la nation. Sébastien Jakubowski, vous vous occupez du lien armée-éducation. Quelle est la place aujourd'hui de l'armée dans l'éducation et comment cela a évolué sur les 20 ou 30 dernières années? Il est clair que ces liens ne sont pas naturels. Au lendemain ou le jour du déclenchement des opérations de la guerre en Ukraine par la Russie, eh bien, les remontées du terrain ont été immédiates. Les enseignants, et pas seulement les enseignants d'histoire, mais nous ont fait savoir qu'en fait, ils étaient en difficulté de pouvoir répondre aux questions que leur posaient les élèves. On s'est bien rendu compte que nous devions mieux outiller les enseignants dans la réponse aux questions qu'ils pouvaient faire sur la mémoire, mais aussi sur la capacité à pouvoir lire aujourd'hui la société, les difficultés, les conflits, et apporter des réponses concrètes aux élèves. Je sais que le chef d'état-major des armées, lorsque j'avais dit qu'il faudrait nous donner une trajectoire à 15 ans, lui, sa trajectoire, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, mais certainement pas 15. Or, pour tranquillement et doucement rallier un certain nombre de collègues de l'éducation nationale à ces enjeux, je pense qu'il faudra beaucoup de temps. Est-ce que vous pensez que le SNU peut être quelque chose d'utile pour renouer ce lien ou pour le renforcer? On voit sur cette question du SNU qu'on se heurte un peu à une mémoire très brouillée, on surévalue en conséquence énormément les effets du service militaire sur la société. Le SNU repose sur cette idée que faire passer tout le monde sous l'uniforme avec une finalité un peu floue, si on peut le dire comme ça, suffit à créer du commun. Et c'est un vrai débat d'historiens et de sociologues sur lequel, il est vrai, il n'y a pas de consensus. Je veux dire autrement, c'est la différence entre le désir et l'envie. Il peut y avoir une envie collective, y a-t-il un désir individuel? C'est autre chose. Nicolas Henry, vous êtes président de l'association des jeunes IHEDN. Ça fait partie pour moi d'un parcours de citoyenneté que d'aller comprendre ce qui fait notre pays et les différents organismes. Comment vous prêchez auprès des jeunes et comment vous passez du désir à l'envie? Il y a des méthodes très, disons, académiques, des conférences, des publications. Et après, il y a des méthodes plus attractives de la visite de base militaire, ça marche toujours, la visite d'entreprise de la base industrielle technologique de défense, la BITD. Et puis des choses encore plus attractives, tout simplement proposer à un jeune d'aller boire un verre pour rencontrer un autre jeune. Parce que quand on demande à quelqu'un de nous parler de sa passion, c'est là qu'on ne peut plus l'arrêter normalement. Et donc, c'est le plus fructueux des échanges. Au moment de la professionnalisation, en fait, quand on demande aux jeunes pourquoi ils envisagent de s'engager sous l'uniforme, beaucoup disent qu'ils sont d'abord intéressés par des qualifications techniques, par une expérience professionnelle. On a aujourd'hui une espèce de recentrage, quand des jeunes sont interrogés sur l'image qu'ils ont des armées, autour d'un vocabulaire qui est plus patriotique, qui est plus axé précisément autour du métier des armes et du service de la patrie par les armes. Donc il y a une meilleure compréhension en fait de ce qui fait la spécificité de l'engagement militaire. En revanche, effectivement, il n'y a plus cette expérience concrète. Il y a une distance avec les contraintes quotidiennes de ce que suppose le fait de revêtir l'uniforme. On peut avoir une bonne compréhension de l'engagement militaire sans en avoir la perception de ce qu'il implique dans le quotidien, ou une perception de ce qu'il implique dans le quotidien sans vraiment le comprendre. J'ai découvert une cohésion, un esprit d'équipe, une solidarité, et j'ai compris ce que voulait dire la deuxième famille, les frères d'armes. Les armées
portent et transmettent les valeurs qui ont été la base de mon éducation. Bénédicte Chéron, est-ce qu'il n'y a pas, comme dirait Bourdieu, un effet reproduction sociale dans les armées? On voit que sur les questions d'engagement, en fait, il y a souvent des filiations qui existent, d'engagement au sens large et pas forcément de choix de l'engagement militaire. Il y a 20 ans, il n'y avait que 9% de femmes dans les armées. Aujourd'hui, on a presque doublé ce chiffre. On constate que les filles et les garçons sont quasiment à équivalence prêts à se sacrifier pour leur pays aujourd'hui, ce qui est un chiffre intéressant. Mais en revanche, ils ne sont pas à équivalence prêts à tuer au nom de leur pays. Il y a vraiment cette question de la compréhension de la fonction militaire et qui repose très souvent, en fait, sur la manière dont une parole politique accepte de porter les engagements qu'elle demande aux armées d'assumer. Je pense, pourquoi pas, m'engager dans la réserve, puisque je suis en fin de carrière, et accompagner ces futurs jeunes cadets, leur transmettre toutes les valeurs et toute mon expérience. Peut-être quelques mots de conclusion. Comment voyez-vous l'avenir sur ce lien armée-nation et sur le rôle de l'armée? Peut-être accepter, on peut s'engager pour plusieurs bonnes raisons, qui ne sont pas forcément toujours pour les valeurs, pour la France, au sens un peu grandiloquent du terme. Peut-être aussi accepter que l'engagement peut être plus ponctuel, 5 ans, 10 ans, et plus nécessairement pour 40 ans. Et ça nécessite pour les institutions de pouvoir aussi s'y adapter, permettre aux individus ensuite de pouvoir évoluer ailleurs. Le passé nous instruit quand même vraiment sur une chose, c'est qu'il est très difficile de prévoir comment réagit une société dans l'adversité. Et que c'est vraiment des questions de contexte d'adversité. Un territoire envahi, ça n'est pas une opération lointaine. Une crise sanitaire n'est pas une guerre. Et en fait, ces distinctions sémantiques permettent aussi aux sociétés de se projeter dans des scénarios différenciés. Alors, Jean-Claude Carrier, que retenez-vous de l'étude de l'IFOP présentée tout à l'heure par Jérôme Fourquet? Je dirais que dans un contexte où l'engagement patriotique ne semble pas assez reconnu, les Français s'affichent comme individuellement reconnaissants vis-à-vis des personnes s'engageant dans l'armée. Pierre Lara, quelles sont vos conclusions? En tant que colonel à la retraite, je suis heureux de constater que l'engagement patriotique existe toujours, car il est essentiel dans le contexte géopolitique complexe que nous traversons. L'engagement politique n'est pas uniquement militaire, nos mutuelles en sont convaincus. Dominique Burlet, alors pourquoi avez-vous choisi ce thème de l'engagement patriotique? Si la reconnaissance de la nation a été étendue au fil des ans, c'est bien que cet engagement patriotique est indispensable pour la défense et la sécurité de notre nation. Aujourd'hui, l'engagement patriotique et la mise en danger se manifestent parfois sur le théâtre national. Donc, la reconnaissance de la nation ne peut pas se limiter au théâtre d'opérations extérieures et doit pouvoir engerber aussi ces forces de sécurité qui peuvent être engagées dans ce cas-là.